Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et l'exposé que nous avons entendu jusqu'à présent me faciliteront le travail pour une partie de mon propos. Étant donné le temps, je vais essayer d'être le plus schématique possible. Première chose qui a été dite, et je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été avancés tout à l'heure, à savoir qu'il faut minimiser la rupture. Il y a une continuité dans la résistance, et mon propos s'inscrit dans ce chapitre-là de la résistance, et nous avions proposé les modalités de la résistance. Alors il y a les modalités qui ont été exposées, il y a la guerre du Rif, qui est très importante, et effectivement, d'après les témoignages que j'ai eus il y a bien longtemps de Mohamed Ben Hassan Ouazani, c'est clair, c'est un moment clé dans sa prise de conscience à lui et de sa génération dont nous avons parlé. Ça a été dit aussi hier, au moment du protectorat, Mohamed Ben Hassan Ouazani a 2 ans. Donc, n'idéalisons pas les gens qui avaient déjà l'intuition à leur berceau ou dans le ventre de leur mère de ce du drame que vivait son pays. Mais une dizaine d'années plus tard, on est en pleine guerre politique. Et il m'a raconté X fois cet épisode, comment dans la Médina, il allait déjà, jeune élève, acheter des journaux. Il allait au Mella, où il y avait des journaux étrangers, pour s'informer des événements du RIF. Donc ça conforte tout à fait la thèse que nous avons entendue tout à l'heure, dans la conscientisation d'un enjeu national. Pas de conscience nationale, mais d'un enjeu patriotique, au fond, autour de cette guerre du Rif, et cela est extrêmement important. Il s'enflammait pour cette cause, il s'identifiait peut-être, mais en tout cas, Berhim Khattabi était une référence et va rester jusqu'à la fin de sa vie une référence fondamentale de son engagement, de son type d'engagement, et de la permanence, de l'entêtement dans l'engagement. Il y a d'ailleurs un petit extrait dans l'exposition sur l'entêtement qui le caractérisait en tant que personnalité. Il faut reconnaître que la défaite et l'exil de Mohamed Khattabi l'ont profondément affecté et vont avoir une suite considérable dans la suite de son développement intellectuel et de citoyen, en quelque sorte, avant la date, de Marocain. En effet, face à une défaite, et c'est toujours valable aujourd'hui, face à une situation désespérée, quels sont les comportements possibles? La violence, le coup de canon, le coup de fusil, et les coups de fusil avaient eu lieu dans le Rif, échec. Des coups de fusil avaient lieu encore dans les montagnes. Les résistances des Berbères, ça va durer encore longtemps. La presse coloniale en parle presque tous les jours de ces combats de pacification du Maroc. Ne l'oublions pas, la terminologie. Donc, face à cette situation, que faire? S'enfermer dans le désespoir, la drogue, pour certains aujourd'hui, ou la violence. À vrai dire, et dans la psychologie du personnage et de son milieu social. Dans son milieu social, il n'est pas question du coup de force, de quelque chose de violent. C'est un milieu circonspect, empreint de réflexion, ici à Fès. Enfin, vous connaissez mieux le milieu que moi. Donc ce n'est pas tant dans son caractère. Mais très tôt, il va axer sa pensée sur, au fond, pourquoi ces puissances étrangères? Pourquoi leur force? Et très tôt, il a compris, je ne sais pas s'il a aussi réécrit son histoire quand il racontait ça, mais enfin, il a tout de suite compris qu'il fallait, au contraire, comprendre les raisons de la victoire de l'adversaire. La soumission de son pays, au fond, n'était pas uniquement imputable à la supériorité manifestée par la France, mais tout autant, si ce n'est plus, aux faiblesses de son pays, à l'incapacité de ses dirigeants d'avoir su maintenir le niveau matériel, économique, technique, qui lui aurait permis de résister aux ambitions de la France et des autres puissances qui cherchaient à se soumettre le Maroc. Ça, c'est une analyse qu'il n'a pas cessé de répéter, ce qu'il a mis dans cette thématique de la modernité. Au fond, la faute, l'échec, la soumission n'est pas imputable à la grandeur des autres, mais à notre propre manque de développement et de défi face à la modernité.
Et la référence qui était constamment à sa tête et qui était présente à la tête de toute cette génération de pays soumis, c'était le Japon. Le Japon qui avait, dès le milieu du 19e siècle, on en a parlé hier à propos de la modernisation, des forces armées et autres, le Japon avait réussi à, en fait, en gardant une identité qui est unique au monde, encore aujourd'hui, très proche de celle des Marocains d'ailleurs, je dis souvent cette chose-là, eh bien, Mohamed Hassan Ghazali se référait souvent au Japon. C'est pourquoi eux, ces Asiatiques, très loin de l'Europe, ont réussi à prendre tout ce qui était nécessaire pour pouvoir vaincre les Européens, la fameuse guerre de 1915-1905, qui est un mouvement qui a enflammé la libération de toute l'Asie, de l'Inde, etc., la création des mouvements nationaux, du fait que c'est possible, parce que le discours des dominants, c'est dire que vous êtes inférieurs. Vous êtes inférieurs, donc résignez-vous. Et au Maroc, vous avez toute une élite qui s'est résignée et qui s'est réfugiée dans les traditions, et la France, solennellement, idéalisait l'archaïsme marocain, le rendait, folklorisait d'ailleurs la marocanité et ses rituels pour le tourisme qui commence effectivement à susciter cette curiosité. Alors tout cela, c'est des choses qui apparaissent déjà dans cette génération, et on a évoqué le milieu de Paris, c'est très important. Il a rencontré une élite de gens comme lui, de Syrie, d'Égypte, du Liban, et avec lesquels il va nouer de profondes relations. Pour certains, je peux vous dire, j'en étais témoin, jusqu'à la fin de sa vie. Vous retrouvez à Genève des gens qui avaient été au quartier latin ensemble, qui ont été devenus des leaders importants de la modernisation en Syrie, le Parti basse, tout ça. C'était des jeunes gens qui étaient avec lui dans les cités universitaires de Paris. Donc, le monde extérieur est important de le suivre, mais aussi de le comprendre de l'intérieur. Donc, justifier, légitimer, pourquoi on va à Paris. On va à Paris pour entrer au cœur de l'adversaire, pour comprendre les raisons de sa puissance. Et le premier instrument pour comprendre la puissance de l'autre, c'est la maîtrise de sa langue. Quel atout que de comprendre les Français. Et qu'a-t-il compris très vite? Et vous l'avez relevé tout à l'heure. Dès les années 27-28, il est déjà avec les intellectuels, les journalistes, et il découvre quel Paris? Il découvre la France, un Paris, d'une élite divisée, d'une élite à propos de la guerre du Rif, justement. Il peut lire des choses qui lui font bien au cœur, n'est-ce pas? Avec toute une élite française qui dit mais qu'est-ce qu'on fait là-bas en Afrique du Nord? C'est honteux. Donc l'élite de la puissance dominante est divisée, et d'une partie importante de cette élite est de votre côté. Donc il faut l'exploiter. Donc il s'agira d'agir au cœur même de la puissance dominante pour l'amener à changer sa politique et à la mettre en cause. Et c'est ce qu'il va entreprendre et motiver son engagement dans le journalisme. Le journalisme, les sciences politiques, orientation qui a été fortement à Lyotet, qu'il a interviewé avec les autres, il faisait agronomie, tout ça, c'est des études techniques. Lyotet disait bravo, jeunes gens, ça c'est le Maroc. Quand il est arrivé à Ouazani, il a dit aux jeunes hommes, qu'est-ce que vous faites? Des sciences politiques et le journalisme passionne. Nous n'en avons pas besoin, lui aurait dit Lyotet textuellement. Donc vous voyez, le plus grand colonisateur dans son matériel, c'était Lyotet, et le combat qu'il fallait mettre, c'est avec ce que M. Galisso expliquait. J'étais extraordinairement tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde avec ça. Il a expliqué qu'il a compris les milieux sociaux, les milieux intellectuels. Ça va du communisme, mais ça va aussi à des milieux libéraux, des droits de l'homme, etc. Ce sont des juristes, des professeurs de Sciences Po, qui partagent aussi ces idées. Nous ne faisons pas une bonne politique en Afrique du Nord. Il faut aller dans le sens de la modernité, d'élever ses peuples. Il y a aussi tout ce milieu-là paternaliste, si l'on veut, enfin éclairé. Il faut apporter nos lumières. Et Jaurès l'avait déjà dit au début du 19e siècle, il ne faut pas venir par la force apporter nos lumières, il faut au contraire les apporter par l'éducation et la paix. Alors ça a été le premier axe, évidemment, travailler l'opinion publique française sur la cause marocaine en se trouvant des alliés. Et c'était dit, je ne veux pas approfondir, la revue interne. Effectivement, quand vous regardez la page, c'est toute une élite, non seulement française, mais aussi espagnole, qui est là, qui sont des noms qui résonnent aujourd'hui encore en Espagne, n'est-ce pas? Qui sont là pour soutenir comme on dit, c'était dit par M. Galisso, les jeunes Marocains, comme on appelle les jeunes Turcs,
40, 50 ans avant, il y a des jeunes Turcs déjà, depuis plus de 50 ans. Maintenant, on a des jeunes Marocains. Et c'est ce mouvement-là dont on parle beaucoup dans les années 30. Il revient au Maroc, il utilise les armes qu'il a apprises à Paris. Le journalisme, il crée l'action du peuple, qui va être le lieu de galvanisation du mouvement national. Nouvelle formule, ce n'est pas le fusil, c'est la plume, le combat par la plume, pour convaincre les opinions. Vous avez un autre réseau, Genève, la nation arabe, Cheikh Barsalan, c'est le Moyen-Orient, c'est toute une élite qui lit le français, parce que la nation arabe n'est qu'en français, toute cette élite lit le français dans tout le Moyen-Orient, et y compris dans le monde international. Et cette revue Maghreb, si vous allez voir les archives au Quai d'Orsay, excitait beaucoup, évidemment, le Quai d'Orsay qui essayait de protester. Il me reste 3 minutes, je suis de la toute première partie. L'autre volet, c'est vite vu, puisque vous connaissez tous le contexte. Ouazani réduit au silence pendant 10 ans, 37-46. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à mon sujet. Bien qu'il y aurait d'autres aspects, mais ce n'est pas de son activité sur cette période-là. Il y a, après 46, à peine libéré, que fait-il? Il a une analyse. Là, on a de l'analyse qu'il a de la situation internationale. L'analyse de la situation internationale. La France est certes encore puissante, mais elle n'est plus une grande puissance. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a les Nations Unies. Il n'en a pas perçu tout de suite l'importance, mais ça viendra très vite, que là, il y aura un levier d'action pour la cause marocaine. Et il faut le reconnaître, c'est le premier, avant le discours de Tanger, qui envoie une correspondance ici au Maroc à tous les consulats généraux, c'est la délégation, pour les informer. Vous avez le texte dans les cahiers marocains, que nous allons mettre aussi sur Internet, ils sont accessibles, c'est difficile de trouver, où il défend en français et en anglais. Tous ces documents sont signés de sa plume, à part quelques autres, c'est l'équipe, avec, je l'ai dit, la jeune élite dont on a parlé, qui sont tout prêts. Et au fond, avec cela, la cause marocaine s'internationalise. Elle échappe progressivement à la France, et là, il va poursuivre ce combat à partir de 46-47. En 47, il faut le reconnaître, il a tenté une action très risquée, mais qui s'exprimait dans une légitimité. Et toute l'historiographie marocaine, à ma connaissance, je ne lis pas malheureusement pour les esprits camarades, je n'ai pas lu de ligne sur cette négociation de 49 qui a été préparée à partir du moment où il fallait, dans ce contexte d'indépendance de l'Asie, de l'Inde, du Pakistan, de l'Indonésie, pourquoi pas le Maroc, puisqu'il y a les États-Unis qui sont en faveur des indépendances. La Russie est en faveur de l'ONU, n'est pas totalement en faveur de la décolonisation, mais enfin, l'autodétermination des peuples. La France bloque, l'Angleterre bloque, mais enfin, on est sur cette ligne. Et au fond, cette négociation qu'il mène avec l'arrivée du général Juin, elle est crédible. Et c'est son parti, c'est lui qui va négocier pendant plusieurs semaines avec un traité, un nouveau traité franco-marocain d'égalité entre deux nations, de coopération technique, et qui reprend en grande partie le plan de réforme d'un État social marocain, et qu'au fond, ces choses-là est sabotée, d'une part, les ultra-français, les colonialistes qui ont un fort lobby à Paris, et malheureusement le parti concurrent au Maroc, dans la lignée de ce que disait M. Alissoud, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on veut l'indépendance. C'était un vrai partenariat. Ouazani était convaincu que le Maroc avait besoin de ce partenariat pour poursuivre effectivement cette opération. Alors, mon temps de parole est passé, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce moment-là est important. Mais après cet échec de la négociation, il va partir à l'étranger et faire le tour du monde. New York, les Nations Unies, c'est le premier à présenter la cause marocaine au palais de Chateau, il était tout seul, avec quelques-uns de ses amis, pas d'autres partis. Mais il part à New York, il va dans tout le monde arabe, l'Inde, le Pakistan, et il arrive au Salvador avec d'autres, il n'est pas seul, il faut le dire, l'histoire est plurielle, il y a plusieurs mouvements concurrents, il y a le Caire avec Abdelkrim, les universités d'Abdelkrim, le bureau de la Ligue arabe, le comité de libération
Maghreb, de Khattabi, qui sont en concurrence. Enfin, cette histoire-là aurait pu nous être racontée aussi par rapport à un collègue que nous avions pressenti de Tunis, qui aurait parlé de Bourguiba et du comité de libération du Maghreb arabe, qui n'était pas totalement en symbiose avec le bureau de la Ligue arabe, qui avait d'autres visions. Alors, voilà quelques esquisses qui montrent que les historiens et que les archives s'ouvrent maintenant. Il faut savoir que on a des possibilités de se nourrir, de répondre à des questions, et grâce à l'ouverture des archives, et je m'excuse d'avoir été si schématique par rapport à